Salut les gens, bienvenue dans Flashback pour le premier numéro sur PlayStation. On ouvre le bal de la 32 bits de Sony avec une petite pépite qui s'appelle Resident Evil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la jaquette interpelle déjà pas mal, avec un Chris Redfield, bon, déjà qu'on reconnaît pas trop, et qui fait une genre de truc comme ça, avec un œil cramé et un grand ouvert, genre j'ai vraiment la trouille quoi. Le CD, il est sympa, un petit effet de style avec l'œil en plein milieu, vraiment on peut dire qu'on se met le doigt dans l'œil. Comme toujours sur PlayStation, sauf si vous aviez gravé vos jeux, le piratage est très mal, vous voyez. L'arrière du CD, il est tout noir, c'était tout simplement pour que la PlayStation puisse lire plus facilement les CD-ROM. À l'arrière de la boîte, ça met tout de suite dans le style, on vous raconte rapidement ce que vous allez faire dans Resident Evil, dont visiter un manoir où il se passe des choses vraiment bizarres. Du côté de la cote Argus, c'est un jeu qui coûte pas très cher, vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'acheter. Il coûte à peu près 5 € en loose, c'est-à-dire juste le CD-ROM. En version boîte comme moi, sans le livret, mais avec la jaquette et le CD, vous en avez à peu près pour 10 €, sachant qu'en boîte et en version complète avec le livret, il vous en coûtera à peu près 15 €. Il y a aussi une version Platinum qui est un petit peu moins chère et une version Director's Cut qui elle est un petit peu plus chère. Comptez une bonne vingtaine d'euros pour l'avoir en version complète. Il est sorti en France en plein été et la chaleur horrible de Resident Evil était sorti le 1er août 1996 en France sur PlayStation. Il a bien sûr été ressorti sur beaucoup d'autres consoles et je vous propose tout de suite de passer les portes du manoir Spencer pour aller voir ce qui se passe là-dedans. À quoi je pense quand on me dit Resident Evil, déjà c'est cette intro incroyablement kitsch mais qui est toujours aussi bonne. C'était super rare en plus à l'époque d'avoir des scènes cinématiques comme ça. On avait vraiment l'impression d'avoir le lecteur DVD avant l'heure dans la PlayStation. Bien sûr, je pense aussi à l'entrée dans le manoir Spencer. On ouvrait les portes et pour la première fois, oh, c'est vachement grand. Et avoir peur aussi en jouant, c'était quand même une sacrée nouveauté. En 1996, on n'était vraiment pas habitué à ça. La résolution, elle est pas si dégueu quand même. Chris Redfield qui ressemble de moins en moins à ce qu'il était au début. Oh le gentil chien qui arrive. Oh mon dieu. On a trouvé une main. En parlant de dégueulasse aussi, il y avait les araignées qui m'avaient pas mal marqué. Et les fameux coups de fusil à pompe en shotgun, en headshot. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tête du zombie. Oh non, nous sommes abandonnés. Très atmosphérique quand même cette intro hein. Ah, j'avais oublié ce casting ridicule. Allez, on est enfin à l'abri dans le joli manoir Spencer. Quelle baraque! Quand on revoit quand même ces graphismes de 1996 sur une PlayStation débutante, on voit quand même un espèce d'écart entre Resident Evil 2 et même Resident Evil 3. Il y a eu une belle progression, une belle courbe quand même. Ok, je m'en charge. Doublage de qualité professionnelle. Bon, je me moque, mais Resident Evil, c'est l'une de mes séries préférées. Et je l'aime encore énormément, ce premier. On va peut-être se faire une raclette de zombies. Alors, ce qu'on peut voir aussi en parlant d'évolution graphique, c'est la modélisation des personnages qui était extrêmement sommaire à l'époque. Et la résolution n'aidant en rien, on a beaucoup de mal à reconnaître Jill Valentine sur les premiers écrans. Alors, regardez bien les articulations des personnages tout au long de cette vidéo, au niveau de leurs coudes notamment. On dirait que les polygones n'ont pas de jointure, ça se rentre dedans, c'est la fête. Quelque chose qui a très bien vieilli, vous allez le voir dans quelques secondes, et bien c'est les scènes cinématiques qui sont toujours aussi belles dans ce Resident Evil. La rencontre avec le premier habitant du manoir. Bonsoir. Ça faisait flipper quand même pas mal à l'époque ça, hein. Même encore maintenant, en plus le temps de chargement il est pile poil là. Non, on va se faire manger. Bon ça va, il était pas très rapide ce premier zombie, on a même le temps de chercher la touche pour ouvrir la porte. Alors, les zombies ne passaient pas les portes, hein, sauf ce premier, mais sinon ils ne pouvaient pas ouvrir les portes, ils étaient trop bêtes dans le premier Resident Evil. Barry ? Les virus sont améliorés aussi hein, chez Umbrella. Headshot! Mais c'est ça, allons voir Wesker, lui qui est si gentil. Forcément, Wesker n'est plus là. Pour terminer sur les graphismes, on peut quand même noter que même à l'époque, il y avait déjà une très belle diversité, aussi bien en termes de bestiaire que d'environnement, parce que mine de rien, on va en traverser du chemin dans ce Resident Evil.
Ça y est, on est complètement abandonné à nous-mêmes, l'aventure commence. Ces fameuses portes mythiques. Resident Evil, c'est quand même un jeu qui a imposé le standard des survival horror, même si c'est pas officiellement le premier survival horror, il a quand même mis les bases, c'est-à-dire les enquêtes, des énigmes, de la peur, hein, de la fuite aussi, l'exploration, des petites enquêtes. Vraiment, dans celui-là, on retrouve déjà tout ce qu'on va retrouver dans les suivants. La maniabilité par contre sur pivot, comme ça il fallait faire tourner comme si on était dans un environnement en 3D isométrique, c'était assez pénible, mais une fois qu'on y est habitué, on y arrive plutôt bien. Attention, dans 3, 2, 1... Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'on a pu sursauter à ce passage? Bon, si vous y avez joué autant que moi, en tout cas quand vous étiez plus jeune, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas oubliées dans ce Resident Evil. Les fameuses herbes vertes, le couteau, le gun et les sprays de soins. La salle des coffres où c'était très important de faire le plein. Le casting malgré tout très réussi puisque les personnages sont très attachants. Les clés à récupérer pour pouvoir avancer dans le manoir. Se faire des heures et des heures de speedrun pour essayer d'avoir les bonus. Survivre face à des boss hyper flippants. Alors là, je suis pas d'accord avec Jill quand elle dit qu'il n'y a rien d'utile. Un WC, c'est quand même utile. Hein. Je ne vois pas vivre sans WC en 2017, en tout cas. Le concept des deux aventures en une aussi était assez exceptionnel, puisqu'on pouvait faire soit avec Jill Valentine, soit avec Chris Redfield. Et dans les deux cas, on avait une aventure qui différait légèrement, avec surtout une difficulté bien supérieure pour Chris Redfield. Rendez-vous dans 30 secondes pour la crête de Jill. D'ailleurs, le scénario de ce premier Resident Evil est hyper sympa et surtout hyper intriguant puisqu'on se retrouve plongé au milieu d'un manoir absolument flippant. On découvre Umbrella, on découvre qui est vraiment Albert Wesker. C'est un peu tout ce qu'on avait perdu après dans Resident Evil 5 et 6 notamment, et qui est revenu dans Resident Evil 7 pour notre plus grand plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais il y avait 4 fins par personnage, c'est-à-dire que selon les actions que vous arriviez à faire, sauver les personnages, eh bien vous ne voyiez pas la même chose quand on s'en allait de ce vilain manoir à la fin du jeu. Oh oh. Non, 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 je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah, 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 ah. Barry, au secours. Vous voudrez avec quel pain, votre sandwich? Elle est à deux doigts de se faire exploser, mais non, elle panique pas. Allez, viens par là, petit zombie. Du côté des anecdotes, on va découvrir quelques petites choses, sauf si vous les saviez déjà. Si vous en savez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Le manoir Spencer a été inspiré bien par le manoir The Overbook Hotel du film d'horreur Shining. Deuxième headshot. Celle-ci, je pense que vous la connaissez toutes et tous. Le premier Resident Evil a d'abord été envisagé en tant que FPS, mais ce n'était pas suffisamment puissant la PlayStation pour faire tourner un FPS bien flippant avec le concept de Resident Evil. Shinji Mikami a donc décidé de passer le tout en TPS. Le survival horror à l'époque c'était vraiment une petite cible, hein, c'était un genre balbutiant. Du coup Capcom ne pensait pas en vendre plus de 200 000, ce qui est très peu. Et finalement, en quelques années, il s'en est écoulé plus de 5 millions rien que sur PlayStation. D'ailleurs, en parlant des différentes versions, si vous avez eu la version Director's Cut, vous vous souviendrez peut-être eh bien, qu'elle était compatible avec la DualShock, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Moi, je ne peux pas me diriger avec les sticks analogiques, et je n'ai pas non plus les vibrations. En termes de versions différentes, il faut aussi savoir que la version japonaise est beaucoup plus facile que les versions américaines et françaises et pâles, on va dire, européennes. Troisième headshot. Puisqu'il y avait beaucoup moins de rubans encreurs pour sauvegarder. C'est également le seul Resident Evil avec des vrais acteurs dans la cinématique d'intro et dans la cinématique de fermeture, donc dans la fin de Resident Evil. Quatrième. Une anecdote que j'aime assez, c'est concernant la version Director's Cut, puisque la cinématique d'intro, hein, qui est en noir et blanc, aurait dû être en couleur, avec une scène non censurée qui aurait dû être présente, et finalement, Capcom a fait une bêtise, et s'est planté de fichier pour le master final. J'ai plus de balles. Non, je vais pas faire de câlin. Alors là, c'est le drame. Mais pourtant, si, il me reste 2 balles. Comment ça se fait? Je me suis planté de boutons, sans doute. Cinquième. Et c'est également Resident Evil, le premier jeu vidéo à être sorti au Japon, avec des voix anglaises et des sous-titres japonais. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Quand Shinji Mikami a pensé Resident Evil, c'était d'ailleurs pas des zombies mais des fantômes. Je sais pas si le résultat aurait été aussi flippant avec des fantômes qu'avec des zombies. Raté, 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 encore raté.
Une anecdote que je savais pas forcément quand j'ai préparé ce flashback, il devait y avoir à la base d'autres personnages jouables en plus de Jill et Chris, il devait y avoir Gelzer et Dewey. Alors Dewey on va le retrouver très rapidement dans une cinématique, mais Gelzer a tout simplement été complètement évincé du casting de Resident Evil. Vous aurez noté depuis tout à l'heure le ton particulièrement joyeux, alors qu'ils se retrouvent plongés en plein milieu d'un manoir et ils savent pas où ils sont. Il y a des zombies partout, mais ils prennent ça avec humour. Dernière petite anecdote pour la route, il devait y avoir des inscriptions à la place des taches de sang, mais vu la résolution assez faible de la console à l'époque, on ne pouvait pas bien les lire, donc Capcom a décidé tout simplement de les supprimer. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dimanche à 21 h pour découvrir le live où on jouera beaucoup plus longtemps à Resident Evil premier du nom. Et on essaiera de vaincre au moins un ou deux boss. Merci beaucoup et au prochain flashback, salut tout le monde.